Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du voyage dans le temps et de la nature de notre monde. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne. Dans l'exploration incessante du monde inconnu par l'humanité, les deux grands mystères du voyage dans le temps et de la nature du monde réel dégagent toujours un charme mystérieux et séduisant. Il inspire la curiosité et la créativité de générations de penseurs et de scientifiques. Stephen Hawking, le grand physicien théoricien britannique, a fait preuve d'un enthousiasme et d'une persévérance sans fin pour les mystères de l'univers tout au long de sa vie. Parmi ses nombreuses réflexions et explorations remarquables, il y a une expérience unique visant à vérifier si les machines à remonter le temps peuvent devenir une réalité dans le futur. Hawking a écrit une lettre solennellement et l'a placée dans le musée pour la conserver en lieu sûr. Il était clairement écrit sur l'enveloppe « N'ouvrez ceci que si une machine à remonter le temps est inventée ». Le contenu de la lettre écrite par Hawking était le suivant: si les humains inventent vraiment une machine à remonter le temps un jour, j'espère que les futurs voyageurs pourront voyager jusqu'à minuit le 28 juin 2009, jusqu'à chez moi à Cambridge. Et je préparerai un dîner pour ce voyageur à la maison. Il a également laissé les coordonnées précises dans la lettre et a gardé le tout strictement confidentiel. Le soir venu, Hawking attendait chez lui avec une grande impatience. Les aiguilles de l'horloge s'écoulaient, approchant minuit à chaque minute et à chaque seconde, mais le coup à la porte qu'il attendait ne se fit jamais entendre. Finalement, Hawking réalisa à sa grande déception que l'expérience avait échoué. Cette expérience apparemment simple menée par Hawking revêt une signification profonde. Cela implique trois situations possibles. Premièrement, les humains du futur ne parviennent pas à inventer une machine à remonter le temps, et le voyage dans le temps restera toujours dans la fantaisie humaine. Deuxièmement, les humains du futur inventent avec succès une machine à remonter le temps. Mais en raison de l'existence d'univers parallèles, Hawking dans notre univers ne parvient pas à attendre le voyageur dans le temps. Troisièmement, les machines à remonter le temps sont théoriquement réalisables. Mais les humains du futur périront pour diverses raisons avant qu'ils ne les inventent. Plus tard, Hawking a également exploré comment construire une machine à remonter le temps pour réaliser un voyage dans le temps. Il pense qu'une façon de voyager dans le temps est d'aller dans l'espace, de construire un énorme vaisseau spatial et de l'accélérer jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière. À mesure que la vitesse augmente, la zone couverte par le vaisseau spatial s'étend et, en quelques années, la vitesse peut atteindre 90% de la vitesse de la lumière. Lorsque le vaisseau spatial se trouve à 30 000 milliards de kilomètres de la Terre, le voyage dans le temps commence et un jour sur le vaisseau équivaut à 2 jours sur Terre. Cependant, cette méthode de voyage dans le temps est limitée par la taille importante et lourde du vaisseau spatial. L'accélération est relativement lente et nécessite beaucoup de carburant et de temps pour atteindre la vitesse requise. Il faudra donc du temps pour vérifier si cette hypothèse est réalisable. Bien que l'expérience de Hawking en 2009 se soit soldée par un échec, elle nous offre une perspective nouvelle et unique sur la question de savoir si les humains vivent dans un monde virtuel. Cela nous fait réaliser qu'il peut y avoir un lien subtil et profond entre le voyage dans le temps et la nature du monde réel. Dès 2003, Nick Bostrom, philosophe à l'université d'Oxford, proposait une hypothèse de simulation très prospective et subversive. Il a imaginé avec audace que si le monde dans lequel nous vivons actuellement est un programme simulé par une civilisation de haute dimension, et que nous ne sommes que des personnages simulés dans ce programme, alors nous pourrions être dans les trois possibilités suivantes. La première possibilité est que les humains atteindront dans le futur leur stade ultime de développement et choisiront d'exister de manière virtuelle, et notre état actuel est en fait une manifestation des humains du futur. Dans ce scénario, les humains téléchargent leur conscience dans le monde virtuel grâce à une technologie hautement développée, atteignant une forme d'immortalité. La deuxième possibilité est que les humains développent avec succès dans le futur une technologie de vie virtuelle, nous permettant d'exister de manière virtuelle et nous faisant croire à tort que nous vivons à une période spécifique de l'histoire. Cela signifie que nos souvenirs, nos expériences et même le monde réel tout entier peuvent être soigneusement programmés. La troisième possibilité est que les humains auront dans le futur la capacité de créer un monde virtuel. Puisque les humains peuvent le faire, d'autres civilisations avancées doivent également être capables de le faire. De cette façon, un grand nombre de mondes virtuels seront naturellement créés. Dans ce cas, notre monde réel est probablement un monde virtuel imbriqué dans de nombreux mondes virtuels. Nous pouvons être dans une réalité virtuelle au sein d'une réalité virtuelle, et ce processus d'imbrication peut être infini. Étant donné que le nombre de mondes virtuels dépasse de loin celui du monde réel, Nick Bostrom est arrivé à une conclusion essentielle:
Si les humains peuvent à l'avenir développer la technologie pour créer une autre vie virtuelle, alors il est très probable que nous soyons désormais dans un monde virtuel. La clé de la création d'un monde virtuel réside dans la manière de simuler la conscience. Jusqu'à présent, la manière dont la conscience apparaît reste un mystère non résolu dans la science, la philosophie et l'intelligence artificielle. D'un point de vue scientifique, on pense que la conscience est le résultat d'une interaction complexe entre les signaux électriques et chimiques dans le cerveau humain. Le cerveau humain est comme un ordinateur biologique extrêmement sophistiqué et complexe. Les neurones transmettent des informations par le biais d'impulsions électriques et de transmetteurs chimiques. Ces interactions complexes de signaux donnent finalement naissance à la conscience. Certains philosophes ont un point de vue différent, affirmant que la conscience peut être une forme fondamentale d'existence indépendante du cerveau et non pas seulement un sous-produit du cerveau. Dans cette pensée philosophique, la conscience possède certaines propriétés qui transcendent la matière et peuvent être inextricablement liées à la structure profonde de l'univers. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la conscience est considérée comme un produit du traitement de l'information. Dans ce cadre, l'émergence de la conscience est comprise comme le résultat d'une série de calculs complexes. Les scientifiques tentent de simuler ces processus informatiques pour permettre aux machines ou à l'IA d'acquérir une conscience semblable à celle de l'humain. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones, chacun étant connecté à des milliers d'autres neurones, formant un réseau neuronal vaste et complexe. Bien que la technologie actuelle ne puisse pas simuler ce niveau de complexité, à mesure que la puissance de calcul continue d'augmenter, les scientifiques pensent qu'un jour l'IA sera capable d'atteindre, voire de dépasser, la difficulté de calcul du cerveau humain. Dans la vie réelle, tout ce que nous voyons, entendons, touchons et sentons est en fait le résultat du traitement par le cerveau des signaux électriques provenant du monde extérieur. Nous pensons que ce que nous touchons est une entité solide. Mais en fait, il suffit que le cerveau pense qu'il s'agit d'une entité solide. C'est comme lorsque nous sommes dans un rêve, même si nous n'entrons en contact avec aucune entité réelle. Nous faisons néanmoins l'expérience d'un monde physique très réaliste. Il s'agit en fait des signaux électriques des neurones du cerveau en action. Bien que le cerveau humain soit un signal analogique, il peut être représenté par un signal numérique. En d'autres termes, le cerveau humain est un signal analogique qui peut être numérisé. Cela signifie que tout dans le monde physique dans lequel nous vivons peut être numérisé et pixelisé. Il existe de nombreuses preuves que notre réalité physique pourrait être une réalité virtuelle simulée plutôt qu'un monde objectif qui existe indépendamment de l'observateur. Tout monde de réalité virtuelle sera basé sur le traitement de l'information, ce qui signifie que tout dans ce monde sera finalement numérisé ou pixelisé à la plus petite taille, le bit. Le bit est la plus petite unité d'information et, comme la longueur de Planck, la plus petite échelle de l'univers. Il peut être considéré comme la résolution de ce système virtuel. Dans le domaine de la physique, certains phénomènes semblent également étayer la théorie de l'univers simulé. Le plus notable étant la limite de vitesse maximale dans l'univers, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est limitée, tout comme la vitesse du processeur d'un ordinateur. Nous savons tous qu'un processeur surchargé ralentira la vitesse de traitement de l'ordinateur. De même, dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps ralentit à proximité d'un trou noir. Cela semble impliquer que l'univers dans lequel nous vivons est comme un programme exécuté sur une sorte de superordinateur, et que la vitesse de la lumière est la limite supérieure de la vitesse d'exécution de ce programme. Ces dernières années, le développement vigoureux de la mécanique quantique nous a fourni une perspective complètement nouvelle pour comprendre la nature du monde. En particulier, en 2022, 3 scientifiques qui ont remporté le prix Nobel dans le domaine de l'information quantique ont révélé davantage le phénomène magique de l'intrication quantique. La mécanique quantique est née au début du XXe siècle et explique avec succès le comportement de nombreuses particules microscopiques. Lorsque le monde et l'univers sont réduits à leurs plus petits composants, le comportement des particules microscopiques ne peut plus être décrit par la physique classique. L'une des caractéristiques fondamentales de la mécanique quantique est sa nature probabiliste. C'est-à-dire que le comportement des particules microscopiques ne peut être prédit que sous forme de probabilité, plutôt qu'avec une certitude absolue. En tant que figure représentative de la physique classique, Einstein croyait fermement que Dieu ne joue pas aux dés. Il croyait que tous les phénomènes physiques devraient avoir des explications déterministes plutôt que de s'appuyer sur des probabilités. La mécanique quantique suggère que le monde qui nous entoure ne semble pas aussi réel que nous le pensons,
et que les particules dans certains états ne semblent pas exister à moins que nous les observions ou les mesurions. Au lieu de cela, ils se trouvent dans un mélange de différents états en même temps. De plus, dans l'intrication quantique, quelle que soit la distance entre les deux particules, tant que vous manipulez l'une d'elles, l'état de l'autre sera affecté en conséquence. Et la vitesse de réaction est plus rapide que la vitesse de la lumière, voire des centaines de milliers de fois plus rapide. Comment expliquer ce phénomène? Cela ne peut certainement pas être expliqué par les théories physiques traditionnelles. Cependant, si nous supposons que l'univers est un simulateur, alors dans le code du monde virtuel, tous les emplacements doivent être à peu près à la même distance du CPU, et l'appel de ces points doit être instantané. Ainsi, même si nous pensons que deux particules sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière l'une de l'autre, si elles sont créées dans une simulation, cette distance équivaut à ne pas exister. Ce phénomène étrange semble fournir un autre type de preuve de la nature virtuelle de l'univers. Si notre univers est réellement un système virtuel créé par un concepteur, alors la conception de ce système doit contenir certains objectifs et règles. Selon les théories scientifiques existantes, l'émergence de la vie à base de carbone dans l'univers nécessite de nombreuses conditions difficiles, notamment la lumière du soleil, l'air, l'eau et une distance appropriée des étoiles. Nous avons découvert que l'eau existait autrefois sur Mars et sur Vénus. Mars se trouve même dans la zone habitable du système solaire, mais aucun signe de vie n'y a été trouvé jusqu'à présent. Cela montre que le système actuel présente des conditions extrêmement difficiles pour la naissance de la vie. Même si le réglage de la température varie légèrement, la vie peut ne pas naître. Le processus de formation de la Terre semble également être rempli de certaines coïncidences. La Terre a été un jour frappée par une planète, ce qui a provoqué l'inclinaison de l'axe de la Terre, formant finalement un angle parfait qui pouvait disperser la température de la surface de la Terre. Cette inclination existe sur d'autres planètes, mais aucune d'entre elles n'est aussi parfaite que celle de la Terre. Cela semble impliquer que ce concepteur cosmique a certains objectifs et règles que nous ne pouvons pas comprendre actuellement. Afin d'économiser les ressources de ce système virtuel, le concepteur a peut-être adopté une méthode de conception astucieuse afin que la carte ou la scène à un certain point n'apparaisse que lorsque toutes les créatures observent ce point. Il en va de même lorsque nous observons l'univers. Si nous sommes dans un système virtuel, l'univers n'a pas besoin de présenter toutes les informations à tout moment. En passant d'un quartier à l'autre, nous avons vu toutes sortes de personnes et de choses. Mais en réalité, quand vous n'apparaissez pas dans d'autres endroits, il n'y a peut-être rien dans ces endroits, pas de voitures, pas de gens, pas de villes. Face à toutes ces spéculations et preuves sur le monde virtuel, nous pouvons être confus, sommes-nous réels ou virtuels? En fait, la réalité et la virtualité sont des concepts relatifs dans une certaine mesure. En supposant que notre univers est un système virtuel, si nous pouvons percevoir le monde extérieur au système, alors nous sommes très probablement une simulation. À l'inverse, si nous ne pouvons pas percevoir ce qui est en dehors de l'univers tout au long de notre vie, même jusqu'à la fin de l'humanité, alors dans un sens, nous pouvons croire que nous sommes réels. La réalité d'un système dépend en grande partie du fait que l'observateur se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du système. Quand l'homme pense, Dieu rit, ce proverbe semble avoir un sens profond. Nous avons épuisé toutes sortes de pensées et de théories, mais nous trouvons toujours difficile d'expliquer ce qui se trouve en dehors de l'univers, car la réponse à cette question dépasse de loin notre compréhension actuelle. Mais c'est cette quête incessante de l'inconnu qui pousse l'humanité à avancer et à repousser constamment les limites de notre connaissance du monde et de nous-mêmes. À l'avenir, avec les progrès continus de la science et de la technologie, nous pourrons peut-être trouver davantage d'indices sur la nature de la réalité et résoudre ce mystère qui tourmente l'humanité depuis longtemps. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, je continuerai à partager des connaissances plus intéressantes ici, à la prochaine.